Décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable étude de cas sur la métamorphose d'une entreprise. Une métamorphose assez radicale, oui. Complètement. L'objectif de notre analyse approfondie, c'est de comprendre une mécanique qui est plutôt complexe. Comment une société réussit le tour de force de passer d'un statut de laboratoire de recherche, qui par sa nature même brûle énormément de liquidités pour financer la science, à celui d'une vraie machine commerciale structurée. C'est le grand défi de ce secteur. Exactement. Et pour mener à bien ce décryptage, on s'appuie sur un document unique, fraîchement publié aujourd'hui même. Nous sommes le 2 mars 2026. Tout à fait. Il s'agit du communiqué officiel des résultats annuels 2025 de Valbiotis. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un laboratoire français fondé en 2014, basé à La Rochelle, et qui s'est vraiment positionné sur le secteur très spécifique des compléments alimentaires testés scientifiquement. C'est un document qui est extrêmement riche d'enseignements, en fait. Analyser le bilan financier d'une entreprise du secteur de la santé, ce n'est pas juste faire de l'arithmétique ou aligner des colonnes de chiffres de manière rébarbative. Non, c'est sûr. C'est littéralement lire son avenir. Les lignes de dépenses, les allocations budgétaires, l'évolution des marges, tout cela raconte une histoire très précise sur la stratégie d'une direction. Une histoire qui peut faire peur parfois. Absolument. Mais cela montre surtout la capacité d'une structure à survivre à ce qu'on appelle souvent la vallée de la mort du développement clinique. Ah, la fameuse vallée de la mort. Voilà, c'est cette période fatidique où une entreprise a dépensé des millions pour prouver que sa science fonctionne, mais où elle n'a pas encore de revenus pour compenser. L'enjeu, c'est vraiment de traverser ce désert pour enfin atteindre le patient, ou plutôt le consommateur final. C'est un sujet qui a une résonance particulière pour une grande partie de notre audience. Que l'on s'intéresse de près à la santé métabolique, que l'on soit passionné par le monde des affaires et les stratégies de croissance, ou que l'on observe simplement les coulisses de la gigantesque industrie des compléments alimentaires, eh bien, ce cas précis est un modèle du genre. Un cas d'école. Exactement. Il illustre avec une clarté rare comment des années de science pure et dure, de tests en laboratoire, doivent soudainement se transformer en un produit du quotidien. Un produit avec un emballage attractif, posé là, sur l'étagère d'une pharmacie. Absolument. Et le point d'entrée de ce document, la photographie financière de l'année 2025, nous plonge d'emblée dans une dynamique de transition qu'il faut vraiment regarder à la loupe. Ouais. Car les chiffres bruts, ils peuvent sembler trompeurs si on ne prend pas le temps de les analyser correctement. C'est exactement ce qui frappe à la première lecture. En fait, quand on regarde les chiffres globaux de ce rapport, on tombe face à un véritable paradoxe financier. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a un chiffre d'affaires pour 2025 qui frôle le million d'euros. Il s'établit à 905 000 euros, ce qui représente une accélération massive quand on compare cela aux 175 000 euros de l'année précédente, en 2024. Une belle progression. Mais de l'autre côté de la balance, l'entreprise affiche tout de même une perte nette importante qui dépasse les 9,4 millions d'euros. À première vue, c'est contre-intuitif. On pourrait légitimement se dire que s'ils vendent beaucoup plus, la perte devrait se résorber drastiquement. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la lecture stratégique de cette perte. Sébastien Pelletier, le président et cofondateur de Valbiotis, l'explicite très bien dans le rapport. C'est-à-dire ? Eh bien, l'année 2025 n'avait absolument pas pour vocation d'être l'année de la rentabilité immédiate. C'était l'année de la mise en place des fondations opérationnelles et vraiment des moteurs de l'accélération commerciale. D'accord. La perte nette est en réalité en légère diminution par rapport à 2024, où elle dépassait les 10 millions d'euros. Mais ce qu'il faut regarder pour comprendre cette métamorphose, ce sont les mouvements à l'intérieur même des dépenses. La répartition du budget raconte toute la stratégie. C'est un peu le principe des vases communicants au final. Ou, pour utiliser une analogie assez parlante pour ceux qui nous écoutent, c'est comme la construction d'une maison. C'est une très bonne image. Pendant plus de 10 ans, ils ont creusé, ils ont coulé le béton des fondations dans l'obscurité, ce qui, on le sait, coûte une fortune en ingénierie et en essais cliniques. Et là, en 2025, on arrête de creuser, on sort de terre, on peint la façade, on décore la vitrine et on embauche des vendeurs pour attirer les clients. Exactement, le gros œuvre est fini. Et le rapport montre une baisse globale des dépenses opérationnelles de 30% qui redescendent autour des 10,5 millions d'euros. Et quand on regarde le détail, le chiffre le plus marquant, c'est une chute drastique de 80% des dépenses de recherche et développement. Un coup de frein massif. La R&D tombe à un peu moins d'1 million d'euros, plus précisément 921 000 euros. Le texte justifie cela par la fin des études cliniques majeures et la fermeture de leur laboratoire de recherche historique situé à Riom. Ouais, Mais attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus un instant. je vous écoute. Pour une entreprise dont toute l'image de marque et la crédibilité reposent sur la rigueur scientifique et la preuve clinique,
couper 80% de sa R&D et fermer son labo historique, n'est-ce pas un signal d'alarme monumental pour les professionnels de santé qui sont censés recommander ces produits? C'est une excellente question, et je dirais même que c'est souvent la réaction première des analystes face à ce genre d'annonce. Bah oui, ça fait peur. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une coupe budgétaire liée à une panique financière, c'est la fin logique d'un cycle de développement. Leurs molécules phares ont terminé leur parcours clinique. Le travail est fait, en gros. Voilà. Les preuves d'efficacité sont obtenues, continuer à dépenser des millions en R&D sur ces produits précis n'aurait plus aucun sens économique. Ce qu'ils opèrent ici, c'est un changement total de leur ADN d'entreprise. Ils passent d'une culture de chercheurs à une culture de commerciaux. Une vraie bascule. Et cet argent qui n'est plus englouti par la recherche clinique ne disparaît pas dans la nature, rassurez-vous. Il est réalloué de manière vraiment chirurgicale. Ce qui nous amène à la hausse des autres lignes budgétaires. Exactement. Les dépenses de vente et de marketing connaissent une hausse stratégique de 18% pour dépasser les 5 millions d'euros. Cela signifie que la moitié, je dis bien 50% des dépenses totales de l'entreprise sur l'exercice est désormais consacrée à la commercialisation et à l'effort de vente. C'est énorme. L'année précédente, ce n'était que 30%. C'est la création d'une force de vente sur le terrain, ce sont des investissements massifs en médias digital, c'est le développement d'outils pour convaincre les pharmaciens. La blouse blanche du chercheur a officiellement été mise au placard pour enfiler le costume du commercial. Et les chiffres de fin d'année semblent valider ce pari qui, sur le papier, était quand même risqué. Le détail le plus probant de ce pivot, on le trouve au 4e trimestre de 2025. Oui, les chiffres du Q4 sont très révélateurs. Sur ces 3 seuls mois, les ventes ont atteint 400 000 euros. C'est presque la moitié du chiffre d'affaires de toute l'année réalisé en un seul trimestre. Et c'est multiplié par près de 5 par rapport au même trimestre en 2024. C'est une vraie accélération. La machine commerciale s'est clairement emballée sur la fin de l'exercice. Cette action de Framelle n'est pas un accident de parcours. Elle est la conséquence directe d'une stratégie produit extrêmement bien segmentée. L'entreprise a structuré son offre autour de 2 gammes distinctes, conçues pour créer ce que le rapport appelle un effet gamme plus puissant linéaire. En linéaire, donc sur les étagères des pharmacies. C'est ça. C'est une notion cruciale en pharmacie, occuper l'espace visuel pour rassurer le consommateur. Décortiquons un peu cet arsenal de produits, car c'est vraiment le cœur de leur modèle de revenu aujourd'hui. D'un côté, on a la gamme historique, la gamme Valbiotis Pro. Le vaisseau amiral, on va dire. Celle-ci, c'est l'héritage direct de leurs 10 années de R&D acharnées et de leurs études cliniques propriétaires. Ils ont commencé à la déployer avec le complément ciblant le cholestérol en 2024. D'ailleurs, le parcours clinique de la substance active de ce produit, le LipidDrive, a été totalement validé par les autorités compétentes en janvier 2025. Une étape majeure. Ensuite, le catalogue s'est étoffé avec un produit pour la santé métabolique en février 2025, puis un autre axé sur la sphère cardio-circulation en juin 2025. Cette gamme sert vraiment de caution hautement scientifique. Mais à côté de cela, il y a la gamme Valbiotis Plus. Et cette gamme Valbiotis Plus marque un vrai tournant stratégique. C'est un levier de croissance particulièrement astucieux. Elle adresse les facteurs périphériques de l'équilibre cardio-métabolique. C'est-à-dire ? La subtilité, c'est qu'elle utilise des ingrédients dont les preuves d'efficacité sont déjà validées dans la littérature scientifique globale. Donc, pas besoin de refaire toutes les études de zéro. Exactement. Cela demande donc beaucoup moins de R&D interne et de temps de développement. On y trouve 7 compléments très ancrés dans les besoins quotidiens des consommateurs, le collagène marin pour la beauté et les articulations, des compléments pour le sommeil, des multivitamines, des oméga 3, du magnésium et un produit ciblant la sérénité. Ce qui retient l'attention dans le rapport concernant cette gamme Plus, c'est le changement de braquet sur sa distribution. Oui, le virage d'octobre. Initialement, elle était vendue exclusivement sur Internet. Mais à partir d'octobre 2025, ils ont opéré un passage massif vers les pharmacies physiques. Et ça soulève une vraie question de logistique et de force de frappe. On sait à quel point l'espace sur les comptoirs des officines est disputé. Le réseau des pharmacies est effectivement le nerf de la guerre dans le domaine de la santé préventive. Le pharmacien reste le premier professionnel de santé de proximité. Sa recommandation vaut de l'or. C'est clair. Et sur ce point, l'entreprise a tissé un maillage territorial impressionnant en un temps record. À la fin de l'année 2025, ils annonçaient avoir adressé en direct 474 pharmacies. C'est énorme en si peu de temps. Adresser en direct, cela veut dire que des commerciaux sont allés physiquement convaincre ces officines sans passer par les grossistes répartiteurs classiques. C'est un travail de terrain colossal et très coûteux. Et ils ont complété cette approche directe par des alliances plus larges, si j'ai bien lu.
Tout à fait. Pour démultiplier leur visibilité sans exploser leur coût de force de vente, ils ont conclu 15 partenariats avec des groupements pharmaceutiques. Ces alliances leur offrent un accès commercial privilégié à un vivier potentiel de 3000 officines adhérentes. 3000 officines, c'est un maillage incroyable. Avec la possibilité de mener des actions de communication ciblées directement au sein de ces réseaux. C'est un effet de levier indispensable pour passer à l'échelle supérieure. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vous écoute. Est-ce qu'on pourrait avoir 3000 pharmacies qui acceptent de tester le produit une fois, qui le laissent prendre la poussière sur une étagère et ne le recommandent jamais? Mais les indicateurs de succès, les fameuses statistiques de fidélisation partagées dans le document, montrent une adoption bien réelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En B2B, c'est-à-dire du côté des professionnels pharmaciens, le taux de réassort reste très élevé. Il est à 65%. Les pharmaciens rachètent les produits une fois le premier stock écoulé. Et le panier moyen par commande des officines a littéralement explosé pour atteindre 471 € au quatrième trimestre 2025. C'est une augmentation de 198% par rapport à l'année précédente. C'est spectaculaire. Et cette traction dans le monde physique se reflète également sur leur canal de vente initial, le e-commerce. Ils n'ont pas abandonné le web du coup. L'activité numérique n'a pas été délaissée, bien au contraire. L'année s'est d'ailleurs clôturée avec un équilibre presque parfait des sources de revenus. 51,7% en B2B dans les pharmacies et 48,3% sur le web. Ah oui, c'est très équilibré. Sur Internet, la dynamique est forte. Ils ont recruté plus de 3000 nouveaux clients en un an, portant le total à plus de 4030 clients actifs, soit une croissance vertigineuse de 325%. Le panier moyen s'établit à près de 86 € avec un taux de recommande très impressionnant de 70%. Les gens y reviennent. Les consommateurs qui essayent ces produits y reviennent, oui, ce qui valide la qualité perçue des formulations. D'ailleurs, le document mentionne que le moteur de développement de nouveaux produits commerciaux tourne désormais à plein régime. Ils évoquent un tout nouveau lancement, survenu juste après la clôture de l'exercice financier, le 2 février 2026. Le petit dernier de la gamme. Il s'agit d'un produit de la gamme Plus dédié à la ménopause et à la périménopause, s'attaquant ainsi à un enjeu majeur et longtemps sous-adressé de la santé des femmes. Cette solidité en cours de construction sur le marché français est la première étape d'un plan beaucoup plus vaste. Car ce qui démontre la véritable ambition de la direction, c'est la manière dont l'entreprise s'exporte. En 2025, Valbiotis a posé les jalons de son expansion internationale. Et ça, c'est une toute autre dimension. Et pour quiconque s'intéresse à la stratégie d'entreprise, la méthode choisie est fascinante, car elle révèle deux approches diamétralement opposées selon les territoires géographiques. Oui, j'ai vu ça. Mais ces deux modèles obéissent à un impératif unique et non négociable, générer de la croissance sans détruire la trésorerie. Le contraste entre ces deux stratégies est en effet frappant à la lecture du rapport. D'un côté, on a l'offensive en Asie, avec ce qu'on pourrait appeler l'approche de la co-entreprise. Le 17 novembre 2025, ils ont signé un partenariat stratégique majeur avec l'entreprise chinoise Aika. Un gros marceau. Valbiotis détient 49% de cette nouvelle coentreprise qui vise un marché absolument gigantesque et complexe. On parle de la Chine, Hong Kong, Macao, le Vietnam, l'Indonésie, le Japon, Taïwan et Singapour. Ce modèle asiatique est particulièrement subtil et très adapté aux réalités locales. Le marché asiatique de la santé préventive est immense, mais il est culturellement complexe et réglementairement très lourd. On n'y va pas la fleur au fusil. Y aller seul serait suicidaire financièrement. En créant une joint venture avec un acteur local puissant, Valbiotis s'assure une double source de revenus. Comment ça fonctionne exactement ? D'une part, l'entreprise française vendra physiquement ses produits à cette nouvelle structure commune pour l'approvisionner, ce qui génère un chiffre d'affaires immédiat. D'accord. D'autre part, en détenant 49% du capital de cette entité, Valbiotis va récupérer une part proportionnelle des bénéfices générés sur place par les ventes aux consommateurs asiatiques. C'est un modèle qui nécessite une implication forte de la direction, mais qui maximise la capture de valeur sur une zone géographique à très fort potentiel. Et puis on tourne la page du rapport et on découvre l'approche pour le Moyen-Orient. Cet accord a été finalisé très récemment, le 8 janvier 2026, avec l'entreprise MENA Nutrition. Et là, on est sur une approche radicalement différente. Complètement. C'est une stratégie de distribution exclusive pure et dure. L'accord couvre l'Arabie Saoudite, le Liban et l'Irak. La différence majeure avec l'Asie, c'est que Valbiotis ne met pas un seul centime d'investissement direct sur la table. Zéro. Par contre, en échange de l'exclusivité, le partenaire local s'engage contractuellement sur un volume minimum d'achat pour garnir les pharmacies de sa région.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est une gestion du risque magistrale de la part de la direction financière. L'entreprise sait pertinemment que son déploiement en France est très gourmand en ressources marketing et en frais de personnel. On l'a vu avec les 5 millions de dépenses. Elle ne peut pas se permettre de financer simultanément des équipes de vente à l'autre bout du monde. En choisissant des partenariats internationaux de ce type, une joint venture adossée à un acteur local en Asie et un accord de distribution strict avec des volumes garantis au Moyen-Orient, Valbiotis s'assure des relais de croissance futurs massifs, Sans se ruiner. tout en préservant jalousement la trésorerie qu'elle possède en banque aujourd'hui. C'est l'illustration d'une volonté de planter ses drapeaux sur la carte du monde sans se disperser financièrement. C'est très habile d'un point de vue financier, car toutes ces manœuvres internationales et même le déploiement de la force de vente en France exigent un carburant essentiel, la trésorerie. Surtout s'ils veulent continuer à financer le peu de recherche clinique qu'il leur reste en interne. Ah, la recherche n'est pas totalement éteinte en effet. Car même si on a souligné la baisse de 80% du budget R&D, la recherche n'est pas morte. Le rapport prend bien soin de rassurer les observateurs sur le fait que la science continue d'irriguer le développement de l'entreprise. Ils évoquent notamment le Totum 448, le quatrième produit de la gamme Pro, dont la mise sur le marché est prévue pour cette année, en 2026. Et ce n'est pas un petit sujet de recherche. Ce produit cible les stades précoces des maladies métaboliques du foie, ce qu'on appelle la MASLD. La MASLD. C'est l'acronyme pour désigner la maladie stéatosique du foie associée à un dysfonctionnement métabolique. C'est souvent lié au mode de vie moderne, à la sédentarité et à l'alimentation. Le fameux foie gras humain, en somme. C'est une véritable épidémie silencieuse au niveau mondial et le potentiel de marché pour une solution préventive efficace est colossal. Le maintien de ce pipeline clinique est donc crucial pour la crédibilité et la valorisation future de la marque. Le document précise d'ailleurs que le recrutement pour l'étude clinique de ce produit, judicieusement baptisé CardioLever, a été finalisé en décembre. Et cette étude n'est pas menée n'importe où. Elle est conduite dans le cadre d'une chaire de recherche en partenariat avec l'Université de Laval, au Québec. Une véritable référence nord-américaine sur les questions métaboliques. On attend les résultats pour le deuxième semestre 2026. Fait notable, la substance Totum 448 a même fait l'objet d'une publication détaillée dans la revue Scientific Reports en janvier dernier, une revue internationale à comité de lecture très respectée. C'est un signal fort envoyé au corps médical. Absolument. Le message sous-jacent est clair. L'entreprise accélère sur le commerce, certes, mais elle n'a pas renié son exigence scientifique fondamentale. C'est rassurant. Cependant, comme vous le disiez à juste titre, maintenir des études cliniques de cette envergure au Canada, tout en quadrillant les pharmacies françaises avec des commerciaux, cela coûte cher. Très cher. La grande question qui préoccupe tous les analystes en lisant ce type de rapport annuel, c'est le nerf de la guerre. L'entreprise est-elle en sécurité financièrement? A-t-elle les moyens d'aller au bout de ses ambitions sans risquer la cessation de paiement? La réponse apportée par le bilan comptable semble très rassurante de ce côté-là. À la fin décembre 2025, Valbiotis disposait de 8,67 millions d'euros en banque. C'est confortable. C'est un matelas de liquidité très confortable, qui a d'ailleurs été consolidé en grande partie grâce à une levée de fonds réussie de 5,7 millions d'euros intervenue au milieu de l'année, en juin 2025. Le rapport précise noir sur blanc que ce niveau de liquidité leur octroie une visibilité financière garantie jusqu'à la fin de l'année 2026. Et le point capital dans cette projection de trésorerie, c'est qu'elle est calculée de manière très prudente. Ah oui. Elle ne prend même pas en compte d'éventuels financements additionnels non dilutifs, ni les futurs revenus qui devraient découler des lancements à l'international que nous venons de détailler, en Asie ou au Moyen-Orient. Le risque de crise de liquidité à court terme est donc totalement écarté, ce qui laisse le champ libre à la direction pour se concentrer sur l'exécution opérationnelle. Pleinement opérationnel. Le rapport n'hésite pas à afficher des ambitions qu'on pourrait qualifier de stratosphériques pour les années à venir. La direction a fixé 2 grands jalons temporels. Le premier est assez proche. Le premier, c'est demain, oui, l'horizon 2027. Il vise plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA positif sur le périmètre français. Pour vulgariser un peu ce terme financier souvent utilisé par les analystes, viser un EBITDA positif signifie que l'entreprise veut que ses opérations courantes en France génèrent enfin plus d'argent qu'elles n'en coûtent, avant même de parler d'impôts, de frais financiers ou d'amortissements. En clair, c'est le premier palier de la rentabilité réelle. Et le second jalon va encore plus loin. Pour l'horizon 2030, la direction parle de dépasser la barre symbolique des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'EBITDA impressionnante comprise entre 25 et 30%. Ce sont des projections extrêmement ambitieuses.
c'est indéniable. Mais d'un point de vue analytique, elle s'appuie sur la logique de la récurrence que l'on a observée tout à l'heure avec les taux de réassort de 70% e-commerce. C'est mathématique finalement. Quand on réussit à créer un produit de santé préventive qui s'ancre dans la routine quotidienne des consommateurs et qui bénéficie en prime de la prescription ou de la recommandation d'un pharmacien, la valeur de chaque client sur le long terme augmente drastiquement. C'est cette récurrence des achats qui justifie de telles projections de croissance et de haute rentabilité. Avant de clore l'analyse de ce document, il y a un petit détail glissé à la fin du rapport qui mérite d'être souligné. Fait assez amusant, la direction a décidé d'offrir un avantage direct et très concret à ses actionnaires individuels. Ah oui, j'ai vu ça. Ceux qui détiennent au moins 85 actions de l'entreprise ont droit à 20% de réduction permanente sur l'ensemble des produits des gammes Pro et Plus. Il suffit de transmettre un justificatif de détention au service client. C'est une initiative assez rare pour être soulignée, je trouve. C'est très malin. Cela humanise soudainement un rapport financier aux normes internationales très austères, en connectant directement l'investisseur particulier aux produits physiques qui contribuent à financer. Pour synthétiser l'essence de ce que nous venons de décortiquer, je dirais qu'on peut affirmer que la communication de ces résultats 2025 offre un vrai cas d'école d'une transition structurelle maîtrisée. Transformer une décennie de recherche patiente et silencieuse visant à obtenir la fameuse preuve d'efficacité en une véritable réalité marchande déployable à grande échelle. Un sacré virage. La réallocation massive des budgets vers le marketing, le déploiement physique fulgurant dans les réseaux de pharmacie et la mise en place de partenariats internationaux sans risque financier, tout cela dessine très clairement les contours d'un acteur qui est en train de structurer sa pérennité économique. C'est limpide. Cela soulève une question importante, d'ailleurs qui dépasse largement le cadre strict du bilan de cette entreprise spécifique. Je vous écoute. En observant l'évolution de notre écosystème de soins à travers le prisme de cette stratégie, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir de la médecine. À une époque où les frontières s'estompent de plus en plus entre, d'une part, les compléments alimentaires accessibles en quelques clics ou en libre service, et d'autre part, la recherche clinique de pointe menée avec des institutions prestigieuses comme l'Université de Laval sur des pathologies lourdes. Oui, la ligne devient floue. Ne sommes-nous pas en train d'assister à l'émergence d'un tout nouveau paradigme, une nouvelle catégorie de médecine préventive où l'individu n'est plus un patient passif, mais est appelé à devenir le gestionnaire quotidien, proactif et éclairé de son propre capital métabolique? C'est une réflexion absolument fascinante pour clôturer l'analyse d'aujourd'hui. Ce glissement évident vers une prévention active, validée par des protocoles scientifiques rigoureux, mais rendue accessible directement en rayon, va très certainement redéfinir les équilibres du secteur de la santé dans les années à venir. J'en suis convaincu. Un immense merci pour ces éclairages toujours aussi précis, qui permettent de lire entre les lignes des bilans financiers. On espère que cette plongée au cœur des rouages d'une stratégie d'entreprise a permis de donner de nouvelles clés de compréhension à notre audience. L'essentiel, pour ceux qui nous écoutent, est de continuer d'observer les mécanismes qui se cachent derrière les chiffres et de garder intacte cette soif de curiosité.